Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Si je ne dis pas de bêtises, on va arriver au 6e live sur cette œuvre. Ça sera donc également la 6e nouvelle, mais ce soir on augmente un petit peu la cadence, puisque on va passer non pas à une nouvelle par live, pardon, mais à 2 nouvelles. Donc ce soir on lira à la fois Manuscrit trouvé dans une bouteille, et à la fois la nouvelle suivante, à savoir Une descente dans le Maelstrom. Voili voilou. Je vous aurais prévenu. Et comme ça, si tout se fonctionne, si tout se fonctionne, oui, tout à fait, c'est très français. Si tout se goupille comme je l'ai imaginé, ça fait que on devrait encore faire 1, 2, 3, 4. 4 lives, en comptant celui de ce soir, de 2 nouvelles à chaque fois. Ça sera à chaque fois des lives relativement courts, parce que même si on va lire 2 nouvelles, ce sont des nouvelles qui durent peut-être 10 pages pour la plupart d'entre elles. Donc voilà, ça risque d'être des lives relativement courts, mais au moins vous êtes prévenus de ce qu'il nous reste à faire. Et du coup, vous l'aurez compris si vous me regardez sur YouTube, il s'agit d'une rediffusion d'un live qui a eu lieu sur Twitch. Donc si vous voulez passer le moment où je vais un peu parler avec le chat, dialoguer avec le chat, faire mon introduction, faire les pauses dans ma lecture, et vous rendre directement à la lecture, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo où se trouvent des timecodes à votre disposition pour pouvoir naviguer comme bon vous semble dans l'œuvre. Voilou, je pense avoir fait la présentation et le disclaimer de base, et nous allons donc passer à l'outro, oui, tout à fait, à l'intro de ce live habituel, c'est-à-dire je m'en vais vous parler un petit peu dans le chat pendant 10, 15, 20 minutes, le temps que les gens qui voudraient suivre en live puissent arriver, et tout simplement qu'on puisse un peu se mettre dans l'ambiance, tous discuter ensemble, et je vais vous balancer quelques petites infos par rapport au live, etc., etc. Comme d'habitude, vous connaissez la petite routine habituelle. Et je vois que je suis accueilli par beaucoup de monde, ou plutôt que j'accueille sur ma planète, beaucoup de monde ce soir. Donc bonsoir à tous, ça me fait super plaisir de voir autant de monde comme ça dès le début du live. Bonsoir Jumpy, bonsoir Fallen Angel, bonsoir Luna Neptuna, bonsoir Petit Poulpe Dissident, bonsoir Princess Crow, bonsoir Elyséum, décidément, beaucoup de monde, ça fait plaisir. Bonsoir à vous tous, à vous toutes d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Comment allez-vous toutes? Comment allez-vous toutes? Ça fait bizarre comme dire, comme dire, oui. Ça fait bizarre cette phrase à dire. Nous allons tous bien dans le meilleur des mondes parce que t'es au live. Oh, c'est trop mignon! C'est trop mignon! Je pense que j'ai suivi toute la discussion. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ouais, Fallen, il me semble que vous n'êtes que des filles dans le chat actuellement. En soi, je trouve ça pas hyper étonnant. Mon auditorat est plutôt féminin. De là, enfin, ça va un peu avec le préjugé, le stéréotype, le cliché général que les filles lisent plus que les garçons. Mais ouais, en général, j'avoue que j'ai plus de représentants de la jante féminine dans mon auditorat que de la jante masculine. Bonsoir Selma également, mais franchement, vous êtes plein ce soir dès le début du live, ça fait super plaisir, merci beaucoup. En plus, je dois vous avouer quelque chose, vu que j'ai ralenti le rythme, parce que j'avais un rythme relativement soutenu de live, et que là j'ai un petit peu baissé depuis quelques temps, eh bien, bizarrement, ça m'a hyper manqué, enfin, bizarrement. En tout cas, plus que d'habitude, ça m'a frappé, ça me manquait de live, et genre aujourd'hui j'étais là, yes, ce soir je live, ça fait super plaisir, et j'étais trop chaud à live ce soir, donc là ça me fait vraiment limite encore plus plaisir que d'habitude de venir faire le live ce soir, je savoure mieux du fait d'avoir pas live depuis 3 jours. Et ouais, je suis bien content d'être là ce soir, j'espère qu'on va bien s'amuser. La nouvelle de la dernière fois était vraiment sympa, aventure sans pareil d'un certain Hans Fall, je l'ai beaucoup aimé, elle se classe premier ex-aequo dans mon top de nouvelles préférées de cette œuvre. Et là, les deux de ce soir, je sais pas du tout à quoi s'attendre, mais apparemment, vu les titres, on va plutôt partir sur des délires aquatiques. On va voir ce qui se passe. On est là pour découvrir ton secret capillaire. Non mais oh oh oh
On laisse mes cheveux tranquilles, ok? D'ailleurs, j'ai tellement envie... Enfin bon, c'est pas très intéressant de parler de ça en live. Mais j'ai vachement envie de faire un truc à mes cheveux, mais je sais pas encore quoi. En tout cas, profite Elysium pour découvrir mon secret capillaire, parce que bientôt, tout ceci n'existera peut-être plus. Ceux qui me suivent en live depuis longtemps ont déjà vu, je pense, pas mal de coiffures différentes passer, qui n'avaient pas forcément toutes du sens. Et là, j'ai envie de refaire des folies ces derniers temps, donc profite, bientôt, ça sera... je sais pas, en vrai, je sais pas si je fais la surprise, parce que ça peut être très drôle d'avoir votre réaction là-dessus. Mais en gros, j'ai envie de couper assez court, par endroit, pas à d'autres. Enfin bref, je vais pas en dire plus, et faire une couleur un petit peu spéciale, un petit peu osée. Luna, couleur bleue ou violette. J'ai déjà fait bleu et violet il y a longtemps, mais c'est vrai que j'avais bien aimé, et c'est possible que je le refasse un jour, mais je pense que je vais faire une couleur que j'avais jamais vue, enfin que j'avais jamais faite, ça va être bien marrant. Un mulet, non peut-être pas un mulet quand même, peut-être pas un mulet, mais c'est vrai que je songe à faire, en ce moment j'ai des envies de coiffure un peu bizarres, donc je vous préviens de suite, vous risquez d'être peut-être choqué dans quelques temps. Je peux te faire une petite tresse d'Othraki. Ah, ça je kiffe. À Noël dernier, j'étais blond à l'époque, si j'ai pas de conneries. Et à Noël dernier, je m'étais fait 2 petites tresses africaines, c'était super stylé. J'avais beaucoup apprécié. Et je ressemblais à un personnage de manga. C'était assez marrant. Bref, trêve de bavardage inutile entre guillemets. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Ça me fait super plaisir de discuter avec vous et c'est marrant, etc. Mais bon, c'est pas hyper intéressant pour les viewers, peut-être sur YouTube aussi, de m'entendre parler de ma coiffure. Et du coup, bah, en fait, j'ai pas grand chose à vous dire concernant les news de live, etc. Tout simplement parce que je suis en train de rentrer petit à petit dans une routine qui me demande beaucoup de temps d'ailleurs, où je travaille beaucoup sur mon projet de jeu de société sur l'eau. Ces derniers jours, je fais des tests tous les jours, je fais au minimum 5 ou 6 parties par jour pour faire des tests du jeu, voir s'il fonctionne bien, voir s'il est équilibré, etc. J'ai commencé à faire les dessins, d'ailleurs j'étais très déçu parce que en dessin je me sens pas très légitime on va dire, mais j'ai décidé de le faire moi-même pour pas avoir à attendre des gens et vraiment avoir la mainmise et le contrôle complet sur ce que je veux faire et l'avancée du projet. Par contre, je dois dessiner longtemps pour faire quelque chose qui n'a pas forcément un rendu excessivement réussi. Et au final, j'ai beaucoup travaillé hier, par exemple, très longtemps sur une ILU, pour me rendre compte, après plusieurs heures, que l'ILU rendait pas trop mal telle que je l'avais faite, mais qu'une fois qu'elle était réduite, elle devenait beaucoup moins jolie, et la taille de l'ILU dans le jeu final est très réduite. Donc j'étais pas du tout satisfait. Et du coup, par curiosité, on a fait une impression de très mauvaise qualité, parce que voilà, on n'a pas des imprimantes d'imprimeur, logique. Mais on a fait une impression de très mauvaise qualité pour voir un peu, se rendre compte de ce que ça pouvait donner. Et, au final, ça rend beaucoup mieux qu'en petit sur l'écran. Donc au final, je ne suis peut-être pas dans la merde, parce que je pensais que j'étais clairement dans la merde en fait. J'avais plus beaucoup de solutions, j'avais déjà tenté pas mal de choses. Et au final, IRL ça passe peut-être pas mal. Alors je vais vous montrer ça, je les ai derrière d'ailleurs. Mais voici, j'ai mis une photo sur le Discord, j'ai mis également une photo sur Facebook, sur Twitter. Mais voici un vraiment proto early. Donc c'est vraiment le tout premier jet. Ça donne pas du tout, ça fait pas du tout justice à ce que sera le jeu. C'est une impression dégueulasse. C'est des premières illustrations, des premières esquisses, mais malgré tout, ça rend mieux que ce que j'aurais cru, donc je suis content. Voici le dos des tuiles de jeu pour sur l'eau. Ah c'est cool, on voit assez bien la caméra, j'aurais cru qu'on verrait pas autant que ça. Attendez, je vais le prendre par un bout où il n'y a pas de truc. Ah c'est compliqué. Hop, et je vais vous le mettre en archi gros plan. Voilou. Ça fait pas forcément le focus, mais vous avez un peu une idée de ce que ça peut rendre.
Et l'envers, je vais peut-être pas forcément vous le montrer parce que c'est juste des tests en gros pour voir comment ça rend. Je peux vous montrer vite fait ça. Et voilà, c'est juste du test. Alors là, ça fait flou à la caméra, mais je vous assure que c'est pas aussi flou que ça. Je vous assure que c'est plutôt net. Voilà, voilou. Donc, le projet continue. Je vais pas m'appesantir là-dessus parce que je sais que ça ne plaira pas à tous mes viewers non plus. Mais ouais, je suis quand même relativement content et je me dis que ça avance bien. J'ai fait un petit calcul tout à l'heure rapide et je me dis que... En fait, le truc un peu compliqué, c'est que je veux absolument tout gérer dans cette aventure. Et du coup, j'ai calculé un peu ce que je devrais faire. Et par exemple, si je me cantonne juste aux illustrations, je compte que je dois faire à peu près 50 illustrations. Donc si j'en fais une par jour, c'est parti pour 2 mois. Sachant que c'est pas les seules choses que je dois faire, puisque je dois continuer à faire des parties tests pour équilibrer le jeu. Ensuite, je devrais mettre en place le crowdfunding. Dans le crowdfunding, il y aura du contenu additionnel qu'il faudra que je prépare aussi, et que j'illustre aussi. Donc voilà, j'ai pas fini, ça va être beaucoup de boulot, et j'ai peur que ma routine soit pas mal cassée. Mais je vais essayer de continuer de vous fournir des lives de lecture régulièrement. Des lives de découverte également, on va reprendre ça bientôt. Et je vois que vous m'encouragez pas mal dans le chat, donc merci beaucoup, ça fait hyper plaisir. Et du coup, tout le monde dit bonjour à son moi du futur sur YouTube. J'avoue, en vrai, rejoignez, enfin, si vous nous regardez sur YouTube et que ça vous intéresse de voir en live, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a pas mal de gens qui font le chemin et qui apprécient beaucoup. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Bref, merci beaucoup de vos encouragements, ça fait très plaisir. Je pense, j'ai un peu du mal dans cette intro à m'organiser, je pense avoir à peu près tout dit. On a ici Ekar Wokfu qui a follow pendant que j'étais en off, donc merci à toi. Malheureusement, je me dis que tu étais là pour les lives de Wokfu et il n'y en aura peut-être plus jamais sur ma chaîne, je ne sais pas encore, pour le moment c'est en stand-by. Dernière petite info que je vous donne, parce que cette fois je l'ai décidé définitivement. Mercredi 24, il y aura donc un live de lecture, où nous lirons à nouveau 2 nouvelles de cette œuvre. À savoir, si vous voulez le savoir, je peux vous le dire, La vérité sur le cas de Monsieur Valdemar et Révélation magnétique. Donc ça sera le mercredi 24 octobre 2018 à 21h, en live. Et ensuite, je ferai une pause de 1 semaine. Donc voilou, une pause de 1 semaine, et je reviendrai le mercredi suivant, je pense, en live. Quoique, d'ailleurs, parce que c'est mercredi 31, donc c'est le soir d'Halloween, donc je sais pas si c'est très judicieux de faire un live le soir d'Halloween. Donc voilà, soit je ferai un live le soir d'Halloween, pour ceux qui ne fêtent pas Halloween, peut-être que ça sera une bonne porte d'accueil. Voilà, je vais soit faire un live le mercredi 31, soit reprendre le 1er novembre, je pense que je ferai ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez un avis sur la question d'ailleurs. Donc voilà, on aura un petit gap d'1 semaine, mais après ce gap d'1 semaine, je promets, autant que faire se peut, de repartir dans une routine régulière d'un live de lecture tous les 3 soirs, et d'un live de découverte tous les 3 soirs, puisque le lendemain d'un live de lecture, j'aimerais effectuer des lives de découverte sur l'univers de League of Legends, en vous lisant des nouvelles en rapport aux champions, aux régions, et au lore tout simplement de League of Legends. Donc ça, je me tâte encore un peu sur le format. Je pense qu'on sera parti pour lire une nouvelle par soir, ce qui fera des lives très courts. Et puis je vous expliquerai peut-être un petit peu en amont, dans une introduction, de quoi il en retourne dans cette nouvelle, de quel personnage, de quel lieu, un petit peu pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins League of Legends. Enfin bref. Je vais voir comment je m'organise, parce que j'aimerais bien faire un truc sympa, intelligible, mais en même temps qui me prenne pas trop de temps, parce que justement j'ai déjà un emploi du temps hyper chargé. Donc je vais voir si je me satisfais du minimum, ou si j'essaie de bosser un petit peu plus, si j'ai le temps aussi, enfin bon bref. Je dois m'organiser, je vous en dirai davantage
Dernière info, tu nous adores. Mais petit poulpe, je ne te permets pas de dire ce que j'adore ou ce que je n'adore pas. Genre le mec, le mec insolent, insupportable. Fait un live avec une histoire horrifique, au pire on matera la rediffusion. Ah, j'avoue. J'avais pensé en plus à faire un live thématique à Halloween. En vrai, Halloween c'est chiant parce que je le fête jamais quasiment. Je le fêtais quand j'étais petit. Et j'ai des tonnes, des tonnes de bonnes, je pense, idées de costumes, de farces, etc. Enfin, je pense que ce serait bien mon délire Halloween justement de faire des trucs vraiment badass. Et je pense que j'ai également des lives Halloween qui pourraient être vraiment fun à faire, mais cette année, bah, je m'y suis pas préparé à l'avance, donc au vu de tout ce que j'ai à faire, je crois que ça va pas être possible. Et voici le premier représentant de la jante masculine. Veuillez accueillir, mesdames et mesdames, Tran02 dans notre chat. Bonsoir Tran, merci d'être parmi nous. J'espère que tu vas bien. Et sur ce, écoutez, je pense qu'on va commencer la lecture sans plus tarder parce que j'étais un peu brouillon dans cette intro, j'ai un peu parlé de tout et de rien et j'ai pas été très organisé, je m'en excuse. Détendez-vous, installez-vous, prenez à boire, à manger les amis. Nous allons partir de ce pas pour la lecture. Je vous souhaite à tous la bonne santé. Et nous allons pouvoir commencer. La première nouvelle de ce soir, manuscrit trouvé dans une bouteille, est une nouvelle très courte, elle fait une dizaine de pages, donc logiquement je reviens vers vous dans 20 minutes. Dans 20 minutes, on fait une pause de 10-15 minutes, on discute, etc., etc., comme d'habitude, quoi. Ensuite, on enchaînera avec une descente dans le Maelstrom, nouvelle que je lirai dans son intégralité directement également. Je vais pas faire plusieurs phases, je vais pas faire plusieurs pauses. Et là, on sera parti, je pense, plutôt pour 40 minutes avec la seconde nouvelle. Mais bon, tout d'abord, on est parti, je pense, pour une petite vingtaine de minutes de lecture avec cette première nouvelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. En vrai, je sais même pas si... Je vais pas savoir les pseudos de tout le monde, je suis obligé de reprendre une liste. Bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Elysium, bonne écoute Jumpy, bonne écoute Luna, bonne écoute Petit Poulpe, bonne écoute Princess Crow, bonne écoute Selma, bonne écoute Tran. J'espère ne pas en avoir oublié. Elysium, peut-être je l'ai pas dit, je sais plus. Bonne écoute à tous. Ah bah Dakondo qui nous rejoint également, bonsoir Dakondo. Père Castor, raconte-nous une histoire. Exactement, exactement. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la pause. Manuscrit trouvé dans une bouteille. Qui n'a plus qu'un moment à vivre, n'a plus rien à dissimuler. Kino, Atis. De mon pays et de ma famille, je n'ai pas grand-chose à dire. De mauvais procédés et l'accumulation des années m'ont rendu étrangère à l'un et à l'autre. Mon patrimoine me fit bénéficier d'une éducation peu commune, et un tour contemplatif d'esprit me rendit apte à classer méthodiquement tout ce matériel d'instruction diligemment amassé par une étude précoce. Par-dessus tout, les ouvrages de philosophes allemands me procuraient de grands délices. Cela ne venait pas d'une admiration mal avisée pour leur éloquente folie, mais du plaisir que, grâce à mes habitudes d'analyse rigoureuse, j'avais à surprendre leurs erreurs. On m'a souvent reproché l'aridité de mon génie. Un manque d'imagination m'a été imputé comme un crime, et le pyrrhonisme de mes opinions a fait de moi en tout temps un homme fameux. En réalité, une forte appétence pour la philosophie physique a, je le crains, imprégné mon esprit d'un des défauts les plus communs de ce siècle. Je veux dire de l'habitude de rapporter aux principes de cette science les circonstances mêmes les moins susceptibles d'un pareil rapport. Par-dessus tout, personne n'est moins exposé que moi à se laisser entraîner hors de la sévère juridiction de la vérité par les feux follets de la superstition. J'ai jugé à propos de donner ce préambule, dans la crainte que l'incroyable récit que j'ai à faire ne soit considéré plutôt comme la frénésie d'une imagination indigeste, que comme l'expérience positive d'un esprit pour lequel les rêveries de l'imagination ont été lettres mortes et nullités. Après plusieurs années dépensées dans un lointain voyage, je m'embarquai, dans les années 1800, à Batavia, dans la riche et populeuse île de Java, pour une promenade dans l'archipel des îles de la Sonde. Je me mis en route comme passager, n'ayant pas d'autre mobile qu'une nerveuse instabilité qui me hantait comme un mauvais esprit.
Notre bâtiment était un bateau d'environ 400 tonneaux, doublé en cuivre et construit à Bombay, en teck de Malabar. Il était chargé de coton, de laine et d'huile des lacs d'Ive. Nous avions aussi à bord du filin de cocotier, du sucre de palmier, de l'huile de beurre bouillie, des noix de coco et quelques caisses d'opium. L'arrimage avait été mal fait et le navire conséquemment donné de la bande. Nous mîmes sous voiles avec un souffle de vent et pendant plusieurs jours nous restâmes le long de la côte orientale de Java, sans autres incidents pour tromper la monotonie de notre route que la rencontre de quelques-uns des petits grabs de l'archipel où nous étions confinés. Un soir, comme j'étais appuyé sur le bastingage de la dunette, j'observai un très singulier nuage isolé vers le nord-ouest. Il était remarquable autant par sa couleur que parce qu'il était le premier que nous eussions vu depuis notre départ de Batavia. Je le surveillai attentivement jusqu'au coucher du soleil. Alors, il se répandit tout d'un coup de l'est à l'ouest, cernant l'horizon d'une ceinture précise de vapeur et apparaissant comme une longue ligne de côte très basse. Mon attention fut bientôt après attirée par l'aspect rouge et brun de la lune et le caractère particulier de la mer. Cette dernière subissait un changement rapide, et l'eau semblait plus transparente que d'habitude. Je pouvais distinctement voir le fond, et cependant, en jetant la sonde, je trouvais que nous étions sur 15 brasses. L'air était devenu intolérablement chaud, et se chargeait d'exhalaisons spirales semblables à celles qui s'élèvent du fer chauffé. Avec la nuit, toute la brise tomba, et nous fûmes pris par un calme plus complet qu'il n'est possible de le concevoir. La flamme d'une bougie brûlait à l'arrière sans le mouvement le moins sensible, et un long cheveu tenu entre l'index et le pouce tombait droit et sans la moindre oscillation. Néanmoins, comme le capitaine disait qu'il n'apercevait aucun symptôme de danger, et comme nous dérivions vers la terre par le travers, il commanda de carguer les voiles et de filer l'ancre. On ne mit point de vigie de quart, et l'équipage, qui se composait principalement de Malais, se coucha délibérément sur le pont. Je descendis dans la chambre, non sans le parfait pressentiment d'un malheur. En réalité, tous ces symptômes me donnaient à craindre un simoun. Je parlai de mes craintes au capitaine, mais il ne fit pas attention à ce que je lui disais, et me quitta sans daigner me faire une réponse. Mon malaise, toutefois, m'empêcha de dormir, et vers minuit, je montai sur le pont. Comme je mettais le pied sur la dernière marche du capot d'échelle, je fus effrayé par un profond bourdonnement semblable à celui que produit l'évolution rapide d'une roue de moulin, et avant que j'eusse pu en vérifier la cause, je sentis que le navire tremblait dans son centre. Presque aussitôt, un coup de mer nous jeta sur le côté et, courant par-dessus nous, balaya tout le pont de l'avant à l'arrière. L'extrême furie du coup de vent fit en grande partie le salut du navire. Quoiqu'il fût absolument engagé dans l'eau, comme ses mâts s'en étaient allés par-dessus bord, il se releva lentement une minute après, et vacillant quelques instants sous l'immense pression de la tempête, finalement il se redressa. Par quel miracle échappai-je à la mort? Il m'est impossible de le dire. Étourdi par le choc de l'eau, je me trouvai pris, quand je revins à moi, entre l'étambot et le gouvernail. Ce fut à grand-peine que je me remis sur mes pieds, et regardant vertigineusement autour de moi, je fus d'abord frappé de l'idée que nous étions sur des brisants, tant était effrayant, au-delà de toute imagination, le tourbillon de cette mer énorme et écumante dans laquelle nous étions engouffrés. Au bout de quelques instants, j'entendis la voix d'un vieux Suédois qui s'était embarqué avec nous au moment où nous quittions le port. Je le hélai de toute ma force, et il vint en chancelant me rejoindre à l'arrière. Nous reconnûmes bientôt que nous étions les seuls survivants du sinistre. Tout ce qui était sur le pont, nous exceptés, avait été balayé par-dessus bord. Le capitaine et les matelots avaient péri pendant leur sommeil, car les cabines avaient été inondées par la mer. Sans auxiliaires, nous ne pouvions pas espérer de faire grand-chose pour la sécurité du navire, et nos tentatives furent d'abord paralysées par la croyance où nous étions que nous allions sombrer d'un moment à l'autre. Notre câble avait cassé comme un fil d'emballage au premier souffle de l'ouragan. Sans cela, nous eussions été engloutis instantanément. Nous fouillions devant la mer avec une vélocité effrayante, et l'eau nous faisait des brèches visibles. La charpente de notre arrière était excessivement endommagée, et presque sous tous les rapports nous avions essuyé de cruelles avaries. Mais à notre grande joie, nous trouvâmes que les pompes n'étaient pas engorgées, et que notre chargement n'avait pas été très dérangé. La plus grande furie de la tempête était passée, et nous n'avions plus à craindre la violence du vent, mais nous pensions avec terreur au cas de sa totale cessation, bien persuadés que, dans notre état d'avarie, nous ne pourrions pas résister à l'épouvantable houle qui s'ensuivrait. Mais cette très juste appréhension ne semblait pas si près de se vérifier. Pendant 5 nuits et 5 jours entiers, durant lesquels nous vécûmes de quelques morceaux de sucre de palmier tirés à grand-peine du gaillard d'avant,
Notre coque fila avec une vitesse incalculable devant des reprises de vent qui se succédaient rapidement, et qui, sans égaler la première violence du Simoun, étaient cependant plus terribles qu'aucune tempête que j'eusse essuyée jusqu'alors. Pendant les 4 premiers jours, notre route, sauf de très légères variations, fut au sud-est quart de sud, et ainsi nous serions allés nous jeter sur la côte de la Nouvelle-Hollande. Le 5e jour, le froid devint extrême, quoique le vent eût tourné d'un point vers le nord. Le soleil se leva avec un éclat jaune et maladif, et se hissa à quelques degrés à peine au-dessus de l'horizon sans projeter une lumière franche. Il n'y avait aucun nuage apparent, et cependant le vent fraîchissait, et soufflait avec des accès de furie. Vers midi, ou à peu près, autant que nous en pûmes juger, notre attention fut attirée de nouveau par la physionomie du soleil. Il n'émettait pas de lumière, à proprement parler, mais une espèce de feu sombre et triste, sans réflexion, comme si tous les rayons étaient polarisés. Juste avant de se plonger dans la mer grossissante, son feu central disparut soudainement, comme s'il était brusquement éteint par une puissance inexplicable. Ce n'était plus qu'une roue pâle et couleur d'argent quand il se précipita dans l'insondable océan. Nous attendîmes en vain l'arrivée du 6e jour. Ce jour n'est pas encore arrivé pour moi. Pour le Suédois, il n'est jamais arrivé. Nous fûmes dès lors ensevelis dans des ténèbres de poids, si bien que nous n'aurions pas vu un objet à 20 pas du navire. Nous fûmes enveloppés d'une nuit éternelle que ne tempérait même pas l'éclat phosphorique de la mer auquel nous étions accoutumés sous les tropiques. Nous observâmes aussi que, quoique la tempête continuât à faire rage sans accalmie, nous ne découvrions plus aucune apparence de ce ressac et de ces moutons qui nous avaient accompagnés jusque-là. Autour de nous, tout n'était qu'horreur, épaisse obscurité, un noir désert d'ébène liquide. Une terreur superstitieuse s'infiltrait par degrés dans l'esprit du vieux Suédois, et mon âme, quant à moi, était plongée dans une muette stupéfaction. Nous avions abandonné tout soin du navire comme chose plus qu'inutile, et nous attachant de notre mieux au tronçon du mât de misaine, nous promenions nos regards avec amertume sur l'immensité de l'océan. Nous n'avions aucun moyen de calculer le temps, et nous ne pouvions former aucune conjecture sur notre situation. Nous étions néanmoins bien sûrs d'avoir été plus loin dans le sud qu'aucun des navigateurs précédents, et nous éprouvions un grand étonnement de ne pas rencontrer les obstacles ordinaires de glace. Cependant, chaque minute menaçait d'être la dernière, chaque vague se précipitait pour nous écraser. La houle surpassait tout ce que j'avais imaginé comme possible, et c'était un miracle de chaque instant que nous ne fussions pas engloutis. Mon camarade parlait de la légèreté de notre chargement, et me rappelait les excellentes qualités de notre bateau. Mais je ne pouvais m'empêcher d'éprouver l'absolu renoncement du désespoir, et je me préparais mélancoliquement à cette mort que rien, selon moi, ne pouvait différer au-delà d'une heure, puisque, à chaque nœud que filait le navire, la houle de cette mer noire et prodigieuse devenait plus lugubrement effrayante. Parfois, à une hauteur plus grande que celle de l'Albatros, la respiration nous manquait, et d'autres fois nous étions pris de vertige en descendant avec une horrible vélocité dans un enfer liquide où l'air devenait stagnant et où aucun son ne pouvait troubler les sommeils du kraken. Nous étions au fond d'un de ces abîmes quand un cri soudain de mon compagnon éclata sinistrement dans la nuit. « Voyez! Voyez !» me criait-il dans les oreilles. « Dieu Tout-Puissant, voyez! Voyez !» Comme il parlait, j'aperçus une lumière rouge, d'un éclat sombre et triste, qui flottait sur le versant du gouffre immense où nous étions ensevelis, et jetait à notre bord un reflet vacillant. En levant les yeux, je vis un spectacle qui glaça mon sang. À une hauteur terrifiante, juste au-dessus de nous, et sur la crête même du précipice, planait un navire gigantesque, de 4000 tonneaux peut-être. Quoique juché au sommet d'une vague qui avait bien 100 fois sa hauteur, il paraissait d'une dimension beaucoup plus grande que celle d'aucun vaisseau de ligne ou de la Compagnie des Indes. Son énorme coque était d'un noir profond que ne tempérait aucun des ornements ordinaires d'un navire. Une simple rangée de canons s'allongeait de ses sabords ouverts et renvoyait, réfléchis par leur surface polie, les feux d'innombrables fanaux de combat qui se balançaient dans le gréement. Et ce qui nous inspira le plus d'horreur et d'étonnement, c'est qu'il marchait toute voile dehors, en dépit de cette mer surnaturelle et de cette tempête effrénée. D'abord, quand nous l'aperçûmes, nous ne pouvions voir que son avant, parce qu'il ne s'élevait que lentement du noir et horrible gouffre qu'il laissait derrière lui. Pendant un moment d'intense terreur, il fit une pause sur ce sommet vertigineux, comme dans l'enivrement de sa propre élévation, puis trembla, s'inclina, et enfin
glissa sur la pente. En ce moment, je ne sais quel sang-froid soudain maîtrisa mon esprit. Me rejetant autant que possible vers l'arrière, j'attendis sans trembler la catastrophe qui devait nous écraser. Notre propre navire, à la longue, ne luttait plus contre la mer et plongeait de l'avant. Le choc de la masse précipitée le frappa conséquemment dans cette partie de la charpente qui était déjà sous l'eau, et eut pour résultat inévitable de me lancer dans le gréement de l'étranger. Comme je tombais, ce navire se souleva dans un temps d'arrêt puis vira de bord, et c'est, je présume, à la confusion qui s'ensuivit que je dus d'échapper à l'attention de l'équipage. Je n'eus pas grand-peine à me frayer un chemin sans être vu jusqu'à la principale écoutille, qui était en partie ouverte, et je trouvai bientôt une occasion propice pour me cacher dans la cale. Pourquoi fis-je ainsi? Je ne saurais trop le dire. Ce qui m'induisit à me cacher fut peut-être un sentiment vague de terreur qui s'était emparé tout d'abord de mon esprit à l'aspect des nouveaux navigateurs. Je ne me souciais pas de me confier à une race de gens qui, d'après le coup d'œil sommaire que j'avais jeté sur eux, m'avaient offert le caractère d'une indéfinissable étrangeté et tant de motifs de doute et d'appréhension. C'est pourquoi je jugeais à propos de m'arranger une cachette dans la cale. J'enlevai une partie du faux bardage de manière à me ménager une retraite commode entre les énormes membrures du navire. J'avais à peine achevé ma besogne qu'un bruit de pas dans la cale me contraignit d'en faire usage. Un homme passa à côté de ma cachette d'un pas faible et mal assuré. Je ne pus pas voir son visage, mais j'eus le loisir d'observer son aspect général. Il y avait en lui tout le caractère de la faiblesse et de la caducité. Ses genoux vacillaient sous la charge des années, et tout son être en tremblait. Il se parlait à lui-même, marmottait d'une voix basse et cassait quelques mots d'une langue que je ne pus pas comprendre, et farfouillait dans un coin où l'on avait empilé des instruments d'un aspect étrange et des cartes marines délabrées. Ses manières étaient un singulier mélange de la maussaderie d'une seconde enfance et de la dignité solennelle d'un dieu. À la longue, il remonta sur le pont, et je ne le vis plus. Un sentiment pour lequel je ne trouve pas de mots a pris possession de mon âme, une sensation qui n'admet pas d'analyse, qui n'a pas sa traduction dans les lexiques du passé, et pour laquelle je crains que l'avenir lui-même ne trouve pas de clé. Pour un esprit constitué comme le mien, cette dernière considération est un vrai supplice. Jamais je sens que je ne pourrai jamais être édifié relativement à la nature de mes idées. Toutefois, il n'est pas étonnant que ces idées soient indéfinissables, puisqu'elles sont puisées à des sources si entièrement neuves. Un nouveau sentiment, une nouvelle entité, est ajouté à mon âme. Il y a bien longtemps que j'ai touché pour la première fois le pont de ce terrible navire, et les rayons de ma destinée vont, je crois, se concentrant et s'engloutissant dans un foyer. Incompréhensibles gens, enveloppés dans des méditations dont je ne puis deviner la nature, ils passent à côté de moi sans me remarquer. Me cacher est pure folie de ma part, car ce monde-là ne veut pas voir. Il n'y a qu'un instant, je passais juste sous les yeux du second. Peu de temps auparavant, je m'étais aventuré jusque dans la cabine du capitaine lui-même, et c'est là que je me suis procuré les moyens d'écrire ceci et tout ce qui précède. Je continuerai ce journal de temps en temps. Il est vrai que je ne puis trouver aucune occasion de le transmettre au monde. Pourtant, j'en veux faire l'essai. Au dernier moment, j'enfermerai le manuscrit dans une bouteille et je jetterai le tout à la mer. Un incident est survenu qui m'a de nouveau donné lieu à réfléchir. De pareilles choses sont-elles l'opération d'un hasard indiscipliné? Je m'étais faufilé sur le pont et m'étais étendu, sans attirer l'attention de personne, sur un amas d'enfléchures et de vieilles voiles dans le fond de l'aïeul. Tout en rêvant à la singularité de ma destinée, je barbouillais sans y penser avec une brosse à goudron les bords d'une bonnette soigneusement pliée et posée à côté de moi sur un baril. La bonnette est maintenant tendue sur ses bouts dehors, et les touches irréfléchies de la brosse figurent le mot « découverte ». J'ai fait récemment plusieurs observations sur la structure du vaisseau. Quoique bien armé, ce n'est pas, je crois, un vaisseau de guerre. Son gréement, sa structure, tout son équipement repoussent une supposition de cette nature. Ce qu'il n'est pas, je le perçois facilement. Mais ce qu'il est, je crains qu'il me soit impossible de le dire. Je ne sais comment cela se fait, mais en examinant son étrange modèle et la singulière forme de ses espars, ses proportions colossales, cette prodigieuse collection de voiles, son avant sévèrement simple et son arrière d'un style suranné, il me semble parfois que la sensation d'objets qui ne me sont pas inconnus traverse mon esprit comme un éclair, et toujours à ces ombres flottantes de la mémoire est mêlé un inexplicable souvenir de vieilles légendes étrangères et de siècles très anciens. J'ai bien regardé la charpente du navire. Elle est faite de matériaux qui me sont inconnus.
Il y a dans le bois un caractère qui me frappe, comme le rendant, ce me semble, impropre à l'usage auquel il a été destiné. Je veux parler de son extrême porosité, considérée indépendamment des dégâts faits par les vers, qui sont une conséquence de la navigation dans ces mers et de la pourriture résultant de la vieillesse. Peut-être trouvera-t-on mon observation quelque peu subtile, mais il me semble que ce bois aurait tout le caractère du chêne espagnol, si le chêne espagnol pouvait être dilaté par des moyens artificiels. En relisant la phrase précédente, il me revient à l'esprit un curieux apophthegme d'un vieux loup de mer hollandais. « Cela est positif, disait-il toujours quand on exprimait quelque doute sur sa véracité. Comme il est positif qu'il y a une mer où le navire lui-même grossit comme le corps vivant d'un marin. » Il y a environ 1 heure, je me suis senti la hardiesse de me glisser dans un groupe d'hommes de l'équipage. Ils n'ont pas eu l'air de faire attention à moi, et quoique je me tinsse juste au milieu d'eux, ils paraissaient n'avoir aucune conscience de ma présence. Comme celui que j'avais vu le premier dans la cale, ils portaient tous les signes d'une vieillesse chenue. Leurs genoux tremblaient de faiblesse, leurs épaules étaient arquées par la décrépitude, leur peau ratatinée frissonnait au vent, leur voix était basse, chevrotante et cassée. Leurs yeux distillaient les larmes brillantes de la vieillesse, et leurs cheveux gris fuyaient terriblement dans la tempête. Autour d'eux, de chaque côté du pont, gisaient éparpillés des instruments mathématiques d'une structure très ancienne et tout à fait tombée en désuétude. J'ai parlé un peu plus haut d'une bonnette qu'on avait installée. Depuis ce moment, le navire chassé par le vent n'a pas discontinué sa terrible course droite au sud, chargé de toute sa toile disponible, depuis ses pommes de mât jusqu'à ses bouts dehors inférieurs, et plongeant ses bouts de vergue de perroquet dans le plus effrayant enfer liquide que jamais cervelle humaine ait pu concevoir. Je viens de quitter le pont, ne trouvant plus la place tenable. Cependant, l'équipage ne semble pas souffrir beaucoup. C'est pour moi le miracle des miracles qu'une si énorme masse ne soit pas engloutie tout de suite et pour toujours. Nous sommes condamnés, sans doute, à côtoyer éternellement le bord de l'éternité, sans jamais faire notre plongeon définitif dans le gouffre. Nous glissons avec la prestesse de l'hirondelle de mer sur des vagues 1000 fois plus effrayantes qu'aucune de celles que j'ai jamais vues. Et des ondes colossales élèvent leur tête au-dessus de nous comme des démons de l'abîme, mais comme des démons restreints aux simples menaces et auxquels il est défendu de détruire. Je suis porté à attribuer cette bonne chance perpétuelle à la seule cause naturelle qui puisse légitimer un pareil fait. Je suppose que le navire est soutenu par quelque fort courant ou remous sous-marin. J'ai vu le capitaine face à face et dans sa propre cabine, mais, comme je m'y attendais, il n'a fait aucune attention à moi. Bien qu'il n'y ait rien dans sa physionomie générale qui révèle, pour l'œil du premier venu, quelque chose de supérieur ou d'inférieur à l'homme, toutefois l'étonnement que j'éprouvais à son aspect se mêlait d'un sentiment de respect et de terreur irrésistible. Il est à peu près de ma taille, c'est-à-dire de 5 pieds 8 pouces environ. Il est bien proportionné, bien pris dans son ensemble. Mais cette constitution n'annonce ni vigueur particulière, ni quoi que ce soit de remarquable. Mais c'est la singularité de l'expression qui règne sur sa face. C'est l'intense, terrible, saisissante évidence de la vieillesse, si entière, si absolue, qui crée dans mon esprit un sentiment, une sensation ineffable. Son front, quoique peu ridé, semble porter le sceau d'une myriade d'années. Ses cheveux gris sont des archives du passé, et ses yeux plus gris encore sont des sibylles de l'avenir. Le plancher de sa cabine était encombré d'étranges in-folio à fermoirs de fer, d'instruments de science usés et d'anciennes cartes d'un style complètement oublié. Sa tête était appuyée sur ses mains, et d'un œil ardent et inquiet il dévorait un papier que je pris pour une commission, et qui en tout cas portait une signature royale. Il se parlait à lui-même comme le premier matelot que j'avais aperçu dans la cale, et marmottait d'une voix basse et chagrine quelques syllabes d'une langue étrangère. Et bien que je fusse tout à côté de lui, il me semblait que sa voix arrivait à mon oreille de la distance d'1 mille. Le navire, avec tout ce qu'il contient, est imprégné de l'esprit des anciens âges. Les hommes de l'équipage glissent çà et là comme les ombres des siècles enterrés. Dans leurs yeux vit une pensée ardente et inquiète. Et quand sur mon chemin, leurs mains tombent dans la lumière effarée des fanaux, j'éprouve quelque chose que je n'ai jamais éprouvé jusqu'à présent. Quoique toute ma vie j'ai eu la folie des antiquités, et que je me sois baigné dans l'ombre des colonnes ruinées de Balbec, de Tadmor et de Persépolis, tant qu'à la fin mon âme elle-même est devenue une ruine. Quand je regarde autour de moi, je suis honteux de mes premières terreurs. Si la tempête qui nous a poursuivis jusqu'à présent me fait trembler, ne devrais-je pas être frappé d'horreur devant cette bataille du vent et de l'océan, dont les mots vulgaires, tourbillon et simoun, ne peuvent pas donner la moindre idée?
Le navire est littéralement enfermé dans les ténèbres d'une éternelle nuit, et dans un chaos d'eau qui n'écume plus. Mais à une distance d'une lieue environ de chaque côté, nous pouvons apercevoir indistinctement et par intervalles de prodigieux remparts de glace qui montent vers le ciel désolé et ressemblent aux murailles de l'univers. Comme je l'avais pensé, le navire est évidemment dans un courant. Si l'on peut proprement appeler ainsi une marée qui va mugissant et hurlant à travers les blancheurs de la glace, et fait entendre du côté du sud un tonnerre plus précipité que celui d'une cataracte tombant à pic. Concevoir l'horreur de mes sensations est, je crois, chose absolument impossible. Cependant, la curiosité de pénétrer les mystères de ces effroyables régions surplombe encore mon désespoir et suffit à me réconcilier avec le plus hideux aspect de la mort. Il est évident que nous nous précipitons vers quelque entraînante découverte, quelque incommunicable secret dont la connaissance implique la mort. Peut-être ce courant nous conduit-il au pôle sud lui-même? Il faut avouer que cette supposition, si étrange en apparence, a toute probabilité pour elle. L'équipage se promène sur le pont d'un pas tremblant et inquiet, mais il y a dans toutes les physionomies une expression qui ressemble plutôt à l'ardeur de l'espérance qu'à l'apathie du désespoir. Cependant, nous avons toujours le vent arrière, et comme nous portons une masse de toile, le navire s'enlève quelques fois en grand hors de la mer. Oh, horreur sur horreur! La glace s'ouvre soudainement à droite et à gauche, et nous tournons vertigineusement dans d'immenses cercles concentriques, tout autour des bords d'un gigantesque amphithéâtre dont les murs perdent leur sommet dans les ténèbres et l'espace. Mais il ne me reste que peu de temps pour rêver à ma destinée. Les cercles se rétrécissent rapidement, nous plongeons follement dans l'étreinte du tourbillon, et à travers le mugissement, le beuglement et le détonnement de l'océan et de la tempête, le navire tremble. Oh Dieu, il se dérobe! Il sombre! Et c'est la fin de cette nouvelle, les amis. La fin de la nouvelle, manuscrit trouvé dans une bouteille. Nous allons passer à la pause. J'espère que cette nouvelle vous aura plu, les amis. Perso, elle m'a énormément plu. J'accueille les nouveaux venus. Bonsoir professeur Mélinx. L'autre fois je sais pas si on dit Mélinx ou Melinx du coup. N'hésite pas à me le dire. L'autre fois t'avais follow et je crois qu'on n'avait pas eu le temps de se croiser. Donc merci pour le follow de la dernière fois. Bonsoir, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Théo et ses rediffs sont devenus mes breaks dans le travail. Oh c'est gentil ça petit poulpe. Et oui, je me suis douté que j'allais vous faire sursauter. Alors j'espère que c'est pas désagréable, enfin comment dire. J'espère que ça ne vous a pas cassé les oreilles et que c'est pas à cause de ça que vous avez sursauté. D'ailleurs, bienvenue et bonsoir Alexandre Calvez. Mais en fait, je voulais... Enfin, au fur et à mesure de la lecture, je trouvais que le récit avait besoin d'une atmosphère un peu posée, un peu pesante, un peu... comment dire, un peu calme en fait, et un peu, ouais, un flow comme ça, enivrant, mais calme. Et du coup, j'ai décidé de le dire un peu, ouais, dans cette manière calme, sauf quelques accès de folie par rapport à la peur, à l'horreur, etc. Donc du coup, la lecture a été un peu étrange, d'autant que, vous l'aurez peut-être compris, mais du coup, grosso modo, c'est un message qui a été récupéré dans une bouteille, que l'homme a écrit, et du coup... qu'il a séparé en plusieurs parties, je sais pas si vous le voyez là, il y a une ligne de petits points, mais grosso modo, je faisais des pauses dans ma lecture, enfin j'essayais de marquer des mini-pauses dans ma lecture pour signifier qu'on passait à un autre message, entre guillemets, de ce manuscrit trouvé dans une bouteille. Donc voilà, j'espère que ça s'est ressenti, j'espère que ça s'est compris. Mais du coup, c'est vrai que la lecture de ce soir, on n'a pas terminé, mais la nouvelle qu'on vient de lire était assez particulière, assez différente de celle qu'on a déjà pu lire, tirée de cette nouvelle, tirée de ce recueil de nouvelles. Décidément, ce soir, j'ai du mal à m'exprimer, désolé. Bah perso, je l'ai trop kiffé. Mon chat a sursauté à la fin. mais non. En fait, je sais pas, d'un côté, je me dis, c'est cool de vous faire sursauter, et d'un autre, je me dis... c'est pas cool. En fait, c'est cool si je vous fais sursauter parce que c'est l'interprétation qui veut ça. C'est pas cool si c'est parce que vous avez juste le son trop fort dans vos oreilles d'un coup. Donc désolé. Et
Et ouais, enfin, moi je trouve ça important de mettre le ton de cette manière. Enfin bon, de toute manière, vous avez déjà dû le voir dans pas mal de mes lectures que j'aimais bien mettre le ton, puisque je ne me gêne pas pour faire des voix un peu loufoques à certains personnages parfois, quand je trouve que ça s'y prête. Et du coup, ouais, je suis très content de cette nouvelle, et je pense qu'elle entre aussi dans mes préférés de ce recueil en fait. Parce que, bah déjà, vous aurez compris qu'elle fait référence au Hollandais volant. C'est un truc que je surkiffe, c'est un truc qu'il y a dans mon jeu de société, et c'est le genre de thème où je suis exactement ces temps-ci. Parce que je suis vraiment à fond dans le délire pirate ces temps-ci, je me renseigne à donf pour pouvoir faire un joli jeu. Donc ouais, j'ai grave bien kiffé, enfin... Franchement, j'ai trop kiffé cette nouvelle, c'était vraiment cool. Ça diffère vachement. En plus, il n'y a pas vraiment de fin, et je surkiffe ce genre de choses. Je surkiffe les nouvelles ou les histoires en général qui déstabilisent le lecteur totalement. Et là, il n'y a pas une fin en mode happy end. En mode happy end. Il n'y a pas une fin en mode summum, paroxysme d'action ou quoi que ce soit. Il y a juste une fin horrible d'un coup. Et voilà, enfin, je trouve. Et qu'on voit pas forcément venir. Et ouais, je trouve ça vraiment cool. J'ai beaucoup apprécié cette nouvelle, j'avoue. Et c'est rare en plus que je puisse mettre ce genre de ton dans les lectures que je fais à voix haute avec vous. C'est rare qu'on tombe sur une nouvelle qui permette comme ça un ton très lent, très calme et très horrifique entre guillemets. Mais horreur que j'aime, pas horreur... Bouh, screamer, waouh. Ça je déteste. Bref. J'espère qu'en tout cas vous l'avez autant aimé que moi. Apparemment vous avez l'air de beaucoup avoir aimé pour certains, donc ça fait plaisir. Et Elyséum, alors je le dis à tout le monde, mais Elyséum qui écrit loufoque, loup plus loin phoque, n'hésitez pas à aller regarder loufoque écrit de cette manière par Davy Mourier, c'est super cool. Bref. Et du coup, ah bonsoir Nanumanga, oui, pardon, c'est vrai que t'étais pas là dès le début du live. Bonsoir et bienvenue Nanumanga, excuse-moi de t'avoir zappé. Bonsoir et bienvenue Nanumanga, et encore merci pour les 100 bits, décidément. Tu fais des dons de bits quasi à chaque fois, c'est très gentil de ta part, c'est très généreux, merci beaucoup. J'ai bien aimé cette nouvelle et ta façon de lire aussi, je précise. Merci Luna, et merci de préciser, je vais pas faire de la charité, je vais pas quémander des... Comment dire, je vais pas quémander des compliments, mais j'avoue que dans les commentaires sur YouTube, ou même dans les retours sur le chat, ou autres, ou en message privé, etc., ça m'importe beaucoup... quand quelqu'un fait la différence entre la lecture et l'histoire, parce que je trouve ça bien d'avoir des retours sur les deux, d'avoir à la fois des retours sur est-ce que les textes que je vous lis vous semblent intéressants ou non, et est-ce que la manière dont je lis vous dérange, vous plaît, et ainsi de suite. Donc merci beaucoup de faire le distinguo, ça m'aide aussi. En fait, je veux juste être le dernier événement, rien de plus. Oh là là, mais Nanu, mais tu risques de du coup faire beaucoup de dépenses, ne te force pas à faire un marathon comme ça. C'est pas très bien, après je vais m'en vouloir. Sur ce les amis, nous allons passer à la nouvelle suivante. Je vais changer le titre du live, comme ça fait durer un petit peu la pause, j'ai un petit peu le temps de reprendre mon souffle. Surtout que la seconde nouvelle de ce soir va être un peu plus longue. 2 fois plus longue grosso modo. Il s'agit donc d'une descente dans le Maelstrom. Hop. Donc on va rester sur le thème marin. D'ailleurs, dans mon jeu de société, il y a le Hollandais volant et il y a aussi des Maelstrom. Donc vraiment, on est dans le thème ce soir. Je suis à fond dans cette ambiance en ce moment, c'est parfait. Et du coup, merci d'être passé, petit poulpe, c'est très gentil. Et puis bon courage pour tes révisions. À la prochaine. Donc ouais, j'espère que cette nouvelle vous plaira. J'espère qu'elle sera aussi bien que celle qu'on vient de lire, parce que vraiment j'ai trop kiffé. En vrai, je vous avoue que j'étais un peu... comment on dit quand on y va à reculons? Je trouve plus le mot que je voulais employer exactement, mais bon. J'y allais un petit peu à reculons pour faire la lecture d'Edgar Allan Poe. Beaucoup de gens l'ont réclamé, du coup je me suis dit bon, je vais la faire. Mais c'est vrai que moi, Edgar Allan Poe, j'ai bien aimé sur plein de choses. Et en même temps, par exemple, Double Assassinat dans la rue Morgue, qui est sûrement sa nouvelle la plus connue, etc., je la trouve pas ouf. Enfin, c'est mon avis perso, après c'est mes goûts. Mais du coup, j'y allais un peu à reculons pour faire cette lecture, surtout que moi j'ai déjà lu ces nouvelles il y a 3-4 ans, donc c'est assez récent dans ma tête.
Et au final, je les redécouvre totalement avec vous. Et bien qu'il y en a qui me correspondent un peu moins, notamment les deux premières qui sont un peu dans un ton série policière, enquête qui me correspond un peu moins. J'avoue qu'il y a certaines nouvelles qui me plaisent beaucoup, donc je suis très content d'avoir fait cette redécouverte avec vous. Et du coup, au cas où tu t'endors, Jumpy, bonne nuit à toi. Et je pense qu'on est parti. Ouais, voilà, j'étais parti avec des appréhensions, on peut dire ça, Jumpy. En lecture, j'écoute que toi, ça prouve que tu lis bien, sinon je t'aurais pas suivi. Ah bah merci Lanu, c'est hyper gentil. Et j'aime bien tes choix de livres. Ah bah merci, c'est très gentil. C'est grâce à tes interprétations suivantes que je n'écoute plus d'autres livres audio. Bah merci, c'est gentil. Et puis maintenant je vais rougir un bon coup. Et je vais me remettre dans la lecture pour ne plus lire vos compliments. Vous êtes vraiment trop méchant à me faire autant de compliments, ça se fait pas. Non, en vrai, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et on est parti pour la suite de la lecture de ce soir. J'ai déjà fait des longues pauses et une longue intro, donc je vais essayer de me manier un petit peu pour passer à la lecture. Je crois que je vais pas savoir dire tous vos pseudos en vrai. Donc bonne écoute à tous. Bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Nanu Manga, bonne écoute Jumpy, bonne écoute Luna. Bonne écoute Tran si tu es encore là, bonne écoute Salma si tu es encore là, Elyséum, Dakondo peut-être, je ne sais pas, Alexandre, il y avait qui encore, il y avait Professeur, enfin voilà. J'espère que j'ai dit tout le monde, mais vous commencez à être beaucoup, donc j'espère n'avoir pas oublié, désolé si j'en ai oublié, je n'ai rien contre vous. Bonne lecture à tous ceux dans l'ombre, et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro. On est parti à mon avis pour à peu près 40 minutes de lecture. A tout à l'heure. Une descente dans le maelstrom. Les voies de Dieu dans la nature comme dans l'ordre de la providence ne sont point nos voies. Et les types que nous concevons n'ont aucune mesure commune avec la vastitude, la profondeur et l'incompréhensibilité de ces œuvres, qui contiennent en elles un abîme plus profond que les puits de Démocrite. Joseph Glenville. Nous avions atteint le sommet du rocher le plus élevé. Le vieux homme, pendant quelques minutes, sembla trop épuisé pour parler. « Il n'y a pas encore bien longtemps, dit-il à la fin, je vous aurais guidé par ici aussi bien que le plus jeune de mes fils. Mais il y a 3 ans, il m'est arrivé une aventure plus extraordinaire que n'en essuya jamais un être mortel, ou du moins telle que jamais homme n'y a survécu pour la raconter, et les si mortelles heures que j'ai endurées m'ont brisé le corps et l'âme. Vous me croyez très vieux, mais je ne le suis pas. Il a suffi du quart d'une journée pour blanchir ses cheveux noirs comme du jais, affaiblir mes membres et détendre mes nerfs au point de trembler après le moindre effort et d'être effrayé par une ombre. Savez-vous bien que je puis à peine, sans attraper le vertige, regarder par-dessus ce petit promontoire ?» Le petit promontoire sur le bord duquel il s'était si négligemment jeté pour se reposer, de façon que la partie la plus pesante de son corps surplombait, et qu'il n'était garanti d'une chute que par le point d'appui que prenait son coude sur l'arête extrême et glissante, le petit promontoire s'élevait à 15 ou 1600 pieds environ d'un chaos de rochers situés au-dessous de nous. Immense précipice de granit luisant et noir. Pour rien au monde, je n'aurais voulu me hasarder à 6 pieds du bord. Véritablement, j'étais si profondément agité par la situation périlleuse de mon compagnon que je me laissai tomber tout de mon long sur le sol, m'accrochant à quelques arbustes voisins, n'osant pas même lever les yeux vers le ciel. Je m'efforçais en vain de me débarrasser de l'idée que la fureur du vent mettait en danger la base même de la montagne. Il me fallut du temps pour me raisonner et trouver le courage de me mettre sur mon séant et de regarder au loin dans l'espace. « Il vous faut prendre le dessus sur ces lubies-là, » me dit le guide, « car je vous ai amené ici pour vous faire voir à loisir le théâtre de l'événement dont je parlais tout à l'heure, et pour vous raconter toute l'histoire avec la scène même sous vos yeux. Nous sommes maintenant, reprit-il avec cette manière minutieuse qui le caractérisait, nous sommes maintenant sur la côte même de Norvège, au 68e degré de latitude, dans la province de Nordland et dans le lugubre district de Lofoden. La montagne dont nous occupons le sommet est Elsegen, la nuageuse. Maintenant, levez-vous un peu. Accrochez-vous au gazon, si vous sentez venir le vertige. C'est cela. Et regardez au-delà de cette ceinture de vapeur qui nous cache la mer à nos pieds.
Je regardai vertigineusement, et je vis une vaste étendue de mer, dont la couleur d'encre me rappela tout d'abord le tableau du géographe nubien et sa mer des ténèbres. C'était un panorama plus effroyablement désolé qu'il n'est donné à une imagination humaine de le concevoir. À droite et à gauche, aussi loin que l'œil pouvait atteindre, s'allongeaient comme les remparts du monde, les lignes d'une falaise horriblement noire et surplombante, dont le caractère sombre était puissamment renforcé par le ressac qui montait jusque sur sa crête blanche et lugubre, hurlant et mugissant éternellement. Juste en face du promontoire, sur le sommet duquel nous étions placés, à une distance de 5 ou 6 miles en mer, on apercevait une île qui avait l'air désert, ou plutôt on la devinait au moutonnement énorme des brisants dont elle était enveloppée. À 2 miles environ plus près de la terre se dressait un autre îlot plus petit, horriblement pierreux et stérile, et entouré de groupes interrompus de roches noires. L'aspect de l'océan, dans l'étendue comprise entre le rivage et l'île la plus éloignée, avait quelque chose d'extraordinaire. En ce moment même, il soufflait du côté de la terre une si forte brise qu'un brick tout au large était à la cape avec 2 risses dans sa toile, et que sa coque disparaissait quelquefois tout entière. Et pourtant, il n'y avait rien qui ressemblât à une houle faite, mais seulement, et en dépit du vent, un clapotement d'eau, bref, vif et tracassé dans tous les sens, très peu d'écume, excepté dans le voisinage immédiat des rochers. « L'île que vous voyez là-bas, reprit le vieil homme, est appelée par les Norvégiens Vurg. Celle qui est à moitié chemin est Moskoe. Celle qui est à 1 mile au nord est Ambaharen. Là-bas sont Islesen, Otlholm, Keldheim, Swerven et Bukholm. Plus loin, entre Moskoe et Vurg, Otterholm, Flimen, Sensflessen et Stockholm. Tels sont les vrais noms de ces endroits. Mais pourquoi ai-je jugé nécessaire de vous les nommer? Je n'en sais rien, je n'y puis rien comprendre, pas plus que vous. Entendez-vous quelque chose? Voyez-vous quelque changement sur l'eau? Nous étions depuis 10 minutes environ au haut de Helsegen, et nous étions montés en partant de l'intérieur de Lofoden, de sorte que nous n'avions pu apercevoir la mer que lorsqu'elle nous avait apparu tout d'un coup du sommet le plus élevé. Pendant que le vieux homme parlait, j'eus la perception d'un bruit très fort et qui allait croissant, comme le mugissement d'un immense troupeau de buffles dans une prairie d'Amérique. Et au moment même, je vis ce que les marins appellent le caractère clapoteux de la mer se changer rapidement en un courant qui se faisait vers l'est. Pendant que je regardais, ce courant prit une prodigieuse rapidité. Chaque instant ajoutait à sa vitesse, à son impétuosité déréglée. En 5 minutes, toute la mer, jusqu'à Vurg, fut fouettée par une indomptable furie, mais c'était entre Moskoe et la côte que dominait principalement le vacarme. Là, le vaste lit des eaux, sillonné et couturé par 1000 courants contraires, éclatait soudainement en convulsions frénétiques, haletant, bouillonnant, sifflant, pirouettant en gigantesques et innombrables tourbillons, et tournoyant et se ruant tout entier vers l'est avec une rapidité qui ne se manifeste que dans des chutes d'eau précipitées. Au bout de quelques minutes, le tableau subit un autre changement radical. La surface générale devint un peu plus unie, et les tourbillons disparurent un à un, pendant que de prodigieuses bandes d'écume apparurent là où je n'en avais vu aucune jusqu'alors. Ces bandes, à la longue, s'étendirent à une grande distance, et se combinant entre elles, elles adoptèrent le mouvement giratoire des tourbillons apaisés, et semblèrent former le germe d'un vortex plus vaste. Soudainement, très soudainement, celui-ci apparut, et prit une existence distincte et définie dans un cercle de plus d'1 mile de diamètre. Le bord du tourbillon était marqué par une large ceinture d'écume lumineuse, mais pas une parcelle ne glissait dans la gueule du terrible entonnoir, dont l'intérieur, aussi loin que l'œil pouvait y plonger, était fait d'un mur liquide, poli, brillant et d'un noir de jet, faisant avec l'horizon un angle de 45 degrés environ, tournant sur lui-même sous l'influence d'un mouvement étourdissant, et projetant dans les airs une voix effrayante, moitié cri, moitié rugissement, telle que la puissante cataracte du Niagara elle-même, dans ses convulsions, n'en a jamais envoyé de pareil vers le ciel. La montagne tremblait dans sa base même, et le roc remuait. Je me jetai à plat ventre, et dans un excès d'agitation nerveuse, je m'accrochai au maigre gazon. « Ceci, dis-je enfin au vieillard, ne peut pas être autre chose que le grand tourbillon du Maelstrom. »« On l'appelle quelquefois ainsi, dit-il, mais nous autres Norvégiens, nous le nommons le Moskoestrom, de l'île de Moskoe, qui est située à moitié chemin. » Les descriptions ordinaires de ce tourbillon ne m'avaient nullement préparé à ce que je voyais. Celle de Jonas Ramus, qui est peut-être plus détaillée qu'aucune, ne donne pas la plus légère idée de la magnificence et de l'horreur du tableau, ni de l'étrange et ravissante sensation de nouveauté qui confond le spectateur. Je ne sais pas précisément de quel point de vue ni à quelle heure l'a vu l'écrivain en question,
mais ce ne peut être ni du sommet de Elsegen, ni pendant une tempête. Il y a néanmoins quelques passages de sa description qui peuvent être cités pour les détails, quoiqu'ils soient très insuffisants pour donner une impression du spectacle. Entre Lofoden et Moscou, dit-il, la profondeur de l'eau est de 36 à 40 brasses, mais de l'autre côté, du côté de Ver, il veut dire Vurg, cette profondeur diminue au point qu'un navire ne pourrait y chercher un passage sans courir le danger de se déchirer sur les roches, ce qui peut arriver par le temps le plus calme. Quand vient la marée, le courant se jette dans l'espace compris entre Lofoden et Moscoé, avec une tumultueuse rapidité, mais le rugissement de son terrible reflux est à peine égalé par celui des plus hautes et des plus terribles cataractes. Le bruit se fait entendre à plusieurs lieues, et les tourbillons ou tournants creux sont d'une telle étendue et d'une telle profondeur que si un navire entre dans la région de son attraction, il est inévitablement absorbé et entraîné au fond, et là, déchiré en morceaux contre les rochers. Et quand le courant se relâche, les débris sont rejetés à la surface. Mais ces intervalles de tranquillité n'ont lieu qu'entre le reflux et le flux, par un temps calme, et ne durent qu'un quart d'heure, puis la violence du courant revient graduellement. Quand il bouillonne le plus et quand sa force est accrue par une tempête, il est dangereux d'en approcher, même d'un mâle norvégien. Des barques, des yachts, des navires ont été entraînés pour n'y avoir pas pris garde avant de se trouver à portée de son attraction. Il arrive assez fréquemment que des baleines viennent trop près du courant et sont maîtrisées par sa violence, et il est impossible de décrire leur mugissement et leur beuglement dans leur inutile effort pour se dégager. Une fois, un ours, essayant de passer à la nage le détroit entre Lofoden et Moscoé, fut saisi par le courant et emporté au fond. Il rugissait si effroyablement qu'on l'entendait du rivage. De vastes troncs de pins et sapins, engloutis par le courant, reparaissent brisés et déchirés, au point qu'on dirait qu'il leur a poussé des poils. Cela démontre clairement que le fond est fait de roches pointues sur lesquelles ils ont été roulés çà et là. Ce courant est réglé par le flux et le reflux de la mer qui a constamment lieu de 6 en 6 heures. Dans l'année 1645, le dimanche de la sexagésime de fort grand matin, il se précipita avec un tel fracas et une telle impétuosité que des pierres se détachaient des maisons de la côte. En ce qui concerne la profondeur de l'eau, je ne comprends pas comment on a pu s'en assurer dans la proximité immédiate du tourbillon. Les 40 brasses doivent avoir trait seulement aux parties du canal qui sont tout près du rivage, soit de Moscoé, soit de Lofoden. La profondeur au centre du Moskostrom doit être incommensurablement plus grande, et il suffit, pour en acquérir la certitude, de jeter un coup d'œil oblique dans l'abîme du tourbillon quand on est sur le sommet le plus élevé de Elsegen. En plongeant mon regard du haut de ce pic dans le phlégeton hurlant, je ne pouvais m'empêcher de sourire de la simplicité avec laquelle le bon Jonas Ramus raconte, comme choses difficiles à croire, ces anecdotes d'ours et de baleines, car il me semblait que c'était chose évidente de soi que le plus grand vaisseau de ligne possible, arrivant dans le rayon de cette mortelle attraction, devait y résister aussi peu qu'une plume à un coup de vent, et disparaître tout en grand et tout d'un coup. Les explications qu'on a données du phénomène, dont quelques-unes, je me le rappelle, me paraissaient suffisamment plausibles à la lecture, avaient maintenant un aspect très différent, et très peu satisfaisant. L'explication généralement reçue est que, comme les 3 petits tourbillons des îles de Féroé, celui-ci n'a pas d'autre cause que le choc des vagues montant et retombant au flux et au reflux le long d'un banc de roches qui endigue les eaux et les rejette en cataractes, et qu'ainsi, plus la marée s'élève, plus la chute est profonde, et que le résultat naturel est un tourbillon, ou vortex, dont la prodigieuse puissance de succion est suffisamment démontrée par de moindres exemples. Tels sont les termes de l'encyclopédie britannique. Kircher et d'autres imaginent qu'au milieu du canal du Maelstrom est un abîme qui traverse le globe et aboutit dans quelques régions très éloignées. Le golfe de Bothnie a même été désigné une fois un peu légèrement. Cette opinion assez puérile était celle à laquelle, pendant que je contemplais le lieu, mon imagination donnait le plus volontiers son assentiment. Et comme j'en faisais part au guide, je fus assez surpris de l'entendre me dire que, bien que telle fût l'opinion presque générale des Norvégiens à ce sujet, ce n'était néanmoins pas la sienne. Quant à cette idée, il confessa qu'il était incapable de la comprendre, et je finis par être d'accord avec lui. Car, pour concluante qu'elle soit sur le papier, elle devient absolument inintelligible et absurde à côté du tonnerre de l'abîme. « Maintenant que vous avez bien vu le tourbillon, me dit le vieux homme, si vous voulez que nous nous glissions derrière cette roche sous le vent, de manière qu'elle amortisse le vacarme de l'eau, je vous conterai une histoire qui vous convaincra que je dois en savoir quelque chose du Moskostrom. » Je me plaçai comme il le désirait, et il commença. Moi et mes 2 frères, nous possédions autrefois un semac gréé en goélette, de 60 et 10 tonneaux à peu près, avec lequel nous pêchions habituellement parmi les îles au-delà de Moscou et près de Vurg. Tous les violents remous de mer donnent une bonne pêche, pourvu qu'on s'y prenne en temps opportun, et qu'on ait le courage de tenter l'aventure.
Mais parmi tous les hommes de la côte de Lofoden, nous trois seuls nous faisions notre métier ordinaire d'aller aux îles, comme je vous dis. Les pêcheries ordinaires sont beaucoup plus bas vers le sud. On y peut prendre du poisson à toute heure, sans courir grand risque, et naturellement ces endroits-là sont préférés. Mais les places de choix par ici, entre les rochers, donnent non seulement le poisson de la plus belle qualité, mais aussi en bien plus grande abondance, si bien que nous prenions souvent en un seul jour ce que les timides dans le métier n'auraient pas pu attraper tous ensemble en une semaine. En somme, nous faisions de cela une espèce de spéculation désespérée. Le risque de la vie remplaçait le travail, et le courage tenait lieu de capital. Nous abritions notre semac dans une anse à 5 miles sur la côte au-dessus de celle-ci, et c'était notre habitude par le beau temps de profiter du répit de 15 minutes pour nous lancer à travers le canal principal du Moskoestrom, bien au-dessus du trou, et d'aller jeter l'ancre quelque part dans la proximité d'Otterholm ou de Sandflesen, où les remous ne sont pas aussi violents qu'ailleurs. Là, nous attendions ordinairement pour lever l'ancre et retourner chez nous, à peu près jusqu'à l'heure de l'apaisement des eaux. Nous ne nous aventurions jamais dans cette expédition dans un bon vent largue pour aller et venir, un vent dont nous pouvions être sûrs pour notre retour, et nous nous sommes rarement trompés sur ce point. 2 fois en 6 ans, nous avons été forcés de passer la nuit à l'ancre par suite d'un calme plat, ce qui est un cas bien rare dans ces parages, et une autre fois, nous sommes restés à terre près d'une semaine, affamés jusqu'à la mort, grâce à un coup de vent qui se mit à souffler peu de temps après notre arrivée et rendit le canal trop orageux pour songer à la retraverser. Dans cette occasion, nous aurions été entraînés au large en dépit de tout, car les tourbillons nous ballottaient çà et là avec une telle violence qu'à la fin nous avions chassé sur notre ancre fossé. Si nous n'avions dérivé en un de ces innombrables courants qui se forment, ici aujourd'hui et demain ailleurs, et qui nous conduisit sous le vent de Flimen, où par bonheur nous pûmes mouiller. Je ne vous dirai pas la 20e partie des dangers que nous essuyâmes dans les pêcheries, c'est un mauvais parage même par le beau temps. Mais nous trouvions toujours le moyen de défier le Moskoestrom sans accident. Parfois pourtant le cœur me montait aux lèvres quand nous étions d'une minute en avance ou en retard sur l'accalmie. Quelquefois le vent n'était pas aussi vif que nous l'espérions en mettant à la voile, et alors nous allions moins vite que nous ne l'aurions voulu, pendant que le courant rendait le semac plus difficile à gouverner. Mon frère aîné avait un fils âgé de 18 ans, et j'avais pour mon compte 2 grands garçons. Ils nous eussent été d'un grand secours dans de pareils cas, soit qu'ils eussent pris les avirons, soit qu'ils eussent pêché à l'arrière. Mais vraiment, bien que nous consentions à risquer notre vie, nous n'avions pas le cœur de laisser ces jeunesses affronter le danger, car tout bien considéré, c'était un horrible danger, c'est la pure vérité. Il y a maintenant 3 ans moins quelques jours qu'arriva ce que je vais vous raconter. C'était le 10 juillet des années 1800, un jour que les gens de ce pays n'oublieront jamais, car ce fut un jour où souffla la plus terrible tempête qui soit jamais tombée de la calotte des cieux. Cependant, toute la matinée, et même fort avant dans l'après-midi, nous avions eu une jolie brise bien faite du sud-ouest. Le soleil était superbe, si bien que le plus vieux loup de mer n'aurait pas pu prévoir ce qui allait arriver. Nous étions passés tous les 3, mes 2 frères et moi, à travers les îles à 2 heures de l'après-midi environ, et nous eûmes bientôt chargé le semac de forts beaux poissons qui, nous l'avions remarqué tous 3, était plus abondant ce jour-là que nous ne l'avions jamais vu. Il était juste 7 heures à ma montre quand nous levâmes l'ancre pour retourner chez nous, de manière à faire le plus dangereux du Strom dans l'intervalle des eaux tranquilles que nous savions avoir lieu à 8 heures. Nous partîmes avec une bonne brise à tribord, et pendant quelque temps nous filâmes très rondement, sans songer le moins du monde au danger, car en réalité nous ne voyions pas la moindre cause d'appréhension. Tout à coup nous fûmes masqués par une saute de vent qui venait de Helseggen. Cela était tout à fait extraordinaire, c'était une chose qui ne nous était jamais arrivée, et je commençais à être un peu inquiet sans savoir exactement pourquoi. Nous fîmes arriver au vent, mais nous ne pûmes jamais fendre le remous, et j'étais sur le point de proposer de retourner au mouillage quand, regardant à l'arrière, nous vîmes tout l'horizon enveloppé d'un nuage singulier couleur de cuivre qui montait avec la plus étonnante vélocité. En même temps, la brise qui nous avait pris en tête tomba, et surprise alors par un calme plat, nous dérivâmes à la merci de tous les courants. Mais cet état de choses ne dura pas assez longtemps pour nous donner le temps d'y réfléchir. En moins d'une minute, la tempête était sur nous. Une minute après, le ciel était entièrement chargé. Et il devint soudainement si noir qu'avec les embruns qui nous sautaient aux yeux, nous ne pouvions plus nous voir l'un l'autre à bord.
Vouloir décrire un pareil coup de vent, ce serait folie. Le plus vieux marin de Norvège n'en a jamais essuyé de pareil. Nous avions amené toute la voile avant que le coup de vent nous surprît. Mais dès la première rafale, nos 2 mâts vinrent par-dessus bord, comme s'ils avaient été sciés par le pied, le grand mât emportant avec lui mon plus jeune frère qui s'y était accroché par prudence. Notre bateau était bien le plus léger joujou qui eût jamais glissé sur la mer. Il avait un pont effleuré avec une seule petite égoutille à l'avant, et nous avions toujours eu pour habitude de la fermer solidement en traversant le Strom, bonne précaution dans une mer clapoteuse. Mais dans cette circonstance présente, nous aurions sombré du premier coup, car pendant quelques instants, nous fûmes littéralement ensevelis sous l'eau. Comment mon frère aîné échappa-t-il à la mort? Je ne puis le dire. Je n'ai jamais pu me l'expliquer. Pour ma part, à peine avais-je lâché la misaine que je m'étais jeté sur le pont à plat ventre, les pieds contre les 3 plats-bords de l'avant, et les mains accrochées à un boulon auprès du pied du mât de misaine. Le pur instinct m'avait fait agir ainsi. C'était indubitablement ce que j'avais de mieux à faire, car j'étais trop ahuri pour penser. Pendant quelques minutes, nous fûmes complètement inondés, comme je vous le disais, et pendant tout ce temps je retins ma respiration et me cramponnai à l'anneau. Quand je sentis que je ne pouvais pas rester ainsi plus longtemps sans être suffoqué, je me dressai sur mes genoux, tenant toujours bon avec mes mains, et je dégageai ma tête. Alors notre petit bateau donna de lui-même une secousse, juste comme un chien qui sort de l'eau, et se leva en partie au-dessus de la mer. Je m'efforçais alors de secouer de mon mieux la stupeur qui m'avait envahi, et de recouvrer suffisamment mes esprits pour voir ce qu'il y avait à faire, quand je sentis quelqu'un qui me saisissait le bras. C'était mon frère aîné, et mon cœur en sauta de joie, car je le croyais par-dessus bord. Mais un moment après, toute cette joie se changea en horreur quand, appliquant sa bouche à mon oreille, il vociféra ce simple mot. Le Moskoestrom. Personne ne saura jamais ce que furent en ce moment mes pensées. Je frissonnais de la tête aux pieds comme pris du plus violents accès de fièvre. Je comprenais suffisamment ce qu'il entendait par ce seul mot. Je savais bien ce qu'il voulait me faire entendre. Avec le vent qui nous poussait maintenant, nous étions destinés au tourbillon du Strom, et rien ne pouvait nous sauver. Vous avez bien compris qu'en traversant le canal de Strom, nous faisions toujours notre route bien au-dessus du tourbillon, même par le temps le plus calme, et encore avions-nous bien soin d'attendre et d'épier le répit de la marée. Mais maintenant, nous courions droit sur le gouffre lui-même, et avec une pareille tempête. À coup sûr, pensais-je, nous y serons juste au moment de la calmie. Il y a là encore un petit espoir. Mais 1 minute après, je me maudissais d'avoir été assez fou pour rêver d'une espérance quelconque. Je voyais parfaitement que nous étions condamnés, eussions-nous été un vaisseau de je ne sais combien de canons. En ce moment, la première fureur de la tempête était passée, ou peut-être ne la sentions-nous pas autant parce que nous fuyions devant. Mais en tout cas, la mer que le vent avait d'abord maîtrisée, plane et écumeuse, se dressait maintenant en véritable montagne. Un changement singulier avait eu lieu aussi dans le ciel. Autour de nous, dans toutes les directions, il était toujours noir comme de la poix, mais presque au-dessus de nous, il s'était fait une ouverture circulaire, un ciel clair, clair comme je ne l'ai jamais vu, d'un bleu brillant et foncé, et à travers ce trou resplendissait la pleine lune avec un éclat que je ne lui avais jamais connu. Elle éclairait toutes choses autour de nous avec la plus grande netteté. Mais grand Dieu, quelle scène à éclairer! Je fis 1 ou 2 efforts pour parler à mon frère, mais le vacarme, sans que je puisse m'expliquer comment, était accru à un tel point que je ne pus lui faire entendre un seul mot, bien que je criasse dans son oreille de toute la force de mes poumons. Tout à coup, il secoua la tête, devint pâle comme la mort, et leva un de ses doigts comme pour me dire « Écoute !» D'abord, je ne compris pas ce qu'il voulait dire, mais bientôt une épouvantable pensée se fit jour en moi. Je tirai ma montre de mon gousset. Elle ne marchait pas. Je regardai le cadran au clair de la lune, et je fondis en larmes en la jetant dans l'océan. Elle s'était arrêtée à 7 heures. Nous avions laissé passer le répit de la marée, et le tourbillon du Strom était dans sa pleine furie. Quand un navire est bien construit, proprement équipé et pas trop chargé, les lames, par une grande brise et quand il est au large, semblent toujours s'échapper de dessous sa quille, ce qui paraît très étrange à un homme de terre, et ce qu'on appelle en langage de bord chevaucher, riding. Cela allait bien tant que nous grimpions lestement sur la houle, mais actuellement, une mer gigantesque venait nous prendre par notre arrière et nous enlever avec elle. Oh, oh, comme pour nous pousser jusqu'au ciel. Je n'aurais jamais cru qu'une lame pût monter si haut. Puis nous descendions en faisant une courbe, une glissade, un plongeon, qui me donnait la nausée et le vertige, comme si je tombais en rêve du haut d'une immense montagne. Mais du haut de la lame, j'avais jeté un rapide coup d'œil autour de moi, et ce seul coup d'œil avait suffi. Je visais exactement notre position en 1 seconde. Le tourbillon de Moskoestrom était à 1/4 de mille environ, droit devant nous, mais il ressemblait aussi peu au Moskoestrom de tous les jours que ce tourbillon que vous voyez maintenant ressemble à un remous de moulin.
Si je n'avais pas su où nous étions et ce que nous avions à attendre, je n'aurais pas reconnu l'endroit. Tel que je le vis, je fermai involontairement les yeux d'horreur. Mes paupières se collèrent comme dans un spasme. Moins de 2 minutes après, nous sentîmes tout à coup la vague s'apaiser, et nous fûmes enveloppés d'écume. Le bateau fit un brusque demi-tour par bâbord, et partit dans cette nouvelle direction comme la foudre. Au même instant, le rugissement de l'eau se perdit dans une espèce de clameur aiguë, un son tel que vous pouvez le concevoir en imaginant les soupapes de plusieurs milliers de steamers lâchant à la fois leur vapeur. Nous étions alors dans la ceinture moutonneuse qui cercle toujours le tourbillon, et je croyais naturellement qu'en une seconde nous allions plonger dans le gouffre, au fond duquel nous ne pouvions pas voir distinctement en raison de la prodigieuse vélocité avec laquelle nous y étions entraînés. Le bateau ne semblait pas plonger dans l'eau, mais la raser, comme une bulle d'air qui voltige sur la surface de la lame. Nous avions le tourbillon à tribord, et à bâbord se dressait le vaste océan que nous venions de quitter. Il s'élevait comme un mur gigantesque se tordant entre nous et l'horizon. Cela peut paraître étrange, mais alors, quand nous fûmes dans la gueule même de l'abîme, je me sentis plus de sang-froid que quand nous en approchions. Ayant fait mon deuil de toute espérance, je fus délivré d'une grande partie de cette terreur qui m'avait d'abord écrasé. Je suppose que c'était le désespoir qui roidissait mes nerfs. Vous prendrez peut-être cela pour une fanfaronnade, mais ce que je vous dis est la vérité. Je commençais à songer quelle magnifique chose c'était de mourir d'une pareille manière, et combien il était sot à moi de m'occuper d'un aussi vulgaire intérêt que ma conservation individuelle en face d'une si prodigieuse manifestation de la puissance de Dieu. Je crois que je rougis de honte quand cette idée traversa mon esprit. Peu d'instants après, je fus possédé de la plus ardente curiosité relativement au tourbillon lui-même. Je sentis positivement le désir d'explorer ses profondeurs, même au prix du sacrifice que j'allais faire. Mon principal chagrin était de penser que je ne pourrais jamais raconter à mes vieux camarades les mystères que j'allais connaître. C'était là, sans doute, de singulières pensées pour occuper l'esprit d'un homme dans une pareille extrémité, et j'ai souvent eu l'idée depuis lors que les évolutions du bateau autour du gouffre m'avaient un peu étourdi la tête. Il y eut une autre circonstance qui contribua à me rendre maître de moi-même. Ce fut la complète cessation du vent, qui ne pouvait plus nous atteindre dans notre situation actuelle. Car comme vous pouvez en juger par vous-même, la ceinture d'écume est considérablement au-dessous du niveau général de l'océan, et ce dernier nous dominait maintenant comme la crête d'une haute et noire montagne. Si vous ne vous êtes jamais trouvé en mer par une grosse tempête, vous ne pouvez vous faire une idée du trouble d'esprit occasionné par l'action simultanée du vent et des embruns. Cela vous aveugle, vous étourdit, vous étrangle et vous ôte toute faculté d'action ou de réflexion. Mais nous étions maintenant grandement soulagés de tous ces embarras, comme ces misérables condamnés à mort, à qui on accorde dans leur prison quelques petites faveurs qu'on leur refusait tant que l'arrêt n'était pas prononcé. Combien de fois fîmes-nous le tour de cette ceinture ? Il m'est impossible de le dire. Nous courûmes tout autour pendant 1 heure à peu près. Nous volions plutôt que nous ne flottions, et nous nous rapprochions toujours de plus en plus du centre du tourbillon, et toujours plus près de son épouvantable arête intérieure. Pendant tout ce temps, je n'avais pas lâché le boulon. Mon frère était à l'arrière, se tenant à une petite barrique vide, solidement attachée sous l'échauguette derrière l'habitacle. C'était le seul objet du bord qui n'eût pas été balayé quand le coup de temps nous avait surpris. Comme nous approchions de la margelle de ce puits mouvant, il lâcha le baril et tâcha de saisir l'anneau que, dans l'agonie de sa terreur, il s'efforçait d'arracher de mes mains et qui n'était pas assez large pour nous donner sûrement prise à tous deux. Je n'ai jamais éprouvé de douleur plus profonde que quand je le vis tenter une pareille action. Quoique je visse bien qu'alors il était insensé et que la pure frayeur en avait fait un fou furieux. Néanmoins, je ne cherchais pas à lui disputer la place. Je savais bien qu'il importait fort peu à qui appartiendrait l'anneau. Je lui laissai le boulon et m'en allai au baril de l'arrière. Il n'y avait pas grande difficulté à opérer cette manœuvre, car le semac filait en rond avec assez d'aplomb et assez droit sur sa quille, poussé quelquefois çà et là par les immenses houles et les bouillonnements du tourbillon. À peine m'étais-je arrangé dans ma nouvelle position que nous donnâmes une violente embardée à tribord et que nous piquâmes la tête la première dans l'abîme. Je murmurai une rapide prière à Dieu, et je pensais que tout était fini. Comme je subissais l'effet douloureusement nauséabond de la descente, je m'étais instinctivement cramponné au baril avec plus d'énergie, et j'avais fermé les yeux. Pendant quelques secondes, je n'osais pas les ouvrir, m'attendant à une destruction instantanée, et m'étonnant de ne pas déjà en être aux angoisses suprêmes de l'immersion. Mais les secondes s'écoulaient. Je vivais encore.
La sensation de chute avait cessé, et le mouvement du navire ressemblait beaucoup à ce qu'il était déjà quand nous étions pris dans la ceinture d'écume, à l'exception que maintenant nous donnions davantage de la bande. Je repris courage et regardai une fois encore le tableau. Jamais je n'oublierai les sensations d'effroi, d'horreur et d'admiration que j'éprouvais en jetant les yeux autour de moi. Le bateau semblait suspendu comme par magie, à mi-chemin de sa chute, sur la surface intérieure d'un entonnoir d'une vaste circonférence, d'une profondeur prodigieuse, et dont les parois admirablement polies auraient pu être prises pour de l'ébène, sans l'éblouissante vélocité avec laquelle elle pirouettait et l'étincelante et horrible clarté qu'elle répercutait sous les rayons de la pleine lune, qui de ce trou circulaire que j'ai déjà décrit, ruisselait en un fleuve d'or et de splendeur le long des murs noirs et pénétrait jusque dans les plus intimes profondeurs de l'abîme. D'abord, j'étais trop troublé pour observer n'importe quoi avec quelque exactitude. L'explosion générale de cette magnificence terrifique était tout ce que je pouvais voir. Néanmoins, quand je revins un peu à moi, mon regard se dirigea instinctivement vers le fond. Dans cette direction, je pouvais plonger ma vue sans obstacle à cause de la situation de notre semac qui était suspendu sur la surface inclinée du gouffre. Il courait toujours sur sa quille, c'est-à-dire que son pont formait un plan parallèle à celui de l'eau, qui faisait comme un talus incliné à plus de 45 degrés, de sorte que nous avions l'air de nous soutenir sur notre côté. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer toutefois que je n'avais guère plus de peine à me retenir des mains et des pieds dans cette situation que si nous avions été sur un plan horizontal, et cela tenait, je suppose, à la vélocité avec laquelle nous tournions. Les rayons de la lune semblaient chercher le fin fond de l'immense gouffre, cependant je ne pouvais rien distinguer nettement, à cause d'un épais brouillard qui enveloppait toute chose, et sur lequel planait un magnifique arc-en-ciel, semblable à ce pont étroit et vacillant que les musulmans affirment être le seul passage entre le temps et l'éternité. Ce brouillard ou cette écume était sans doute occasionné par le conflit des grands murs de l'entonnoir quand ils se rencontraient et se brisaient au fond. Quant aux hurlements qui montaient de ce brouillard vers le ciel, je n'essaierai pas de le décrire. Notre première glissade dans l'abîme, à partir de la ceinture d'écume, nous avait postés à une grande distance sur la pente, mais postérieurement notre descente ne s'effectua pas aussi rapidement, à beaucoup près. Nous filions toujours circulairement, non plus avec un mouvement uniforme, mais avec des élans qui parfois ne nous projetaient qu'à une centaine de yards, et d'autres fois nous faisaient accomplir une évolution complète autour du tourbillon. À chaque tour, nous nous rapprochions du gouffre, lentement, il est vrai, mais d'une manière très sensible. Je regardai au large sur le vaste désert d'ébène qui nous portait, et je m'aperçus que notre barque n'était pas le seul objet qui fût tombé dans l'étreinte du tourbillon. Au-dessus et au-dessous de nous, on voyait des débris de navires, de gros morceaux de charpente, des troncs d'arbres, ainsi que bon nombre d'articles plus petits, tels que des pièces de mobilier, des malles brisées, des barils et des douves. J'ai déjà décrit la curiosité surnaturelle qui s'était substituée à mes primitives terreurs. Il me sembla qu'elle augmentait à mesure que je me rapprochais de mon épouvantable destinée. Je commençais alors à épier avec un étrange intérêt les nombreux objets qui flottaient en notre compagnie. Il fallait que j'eusse le délire, car je trouvais même une sorte d'amusement à calculer les vitesses relatives de leur descente vers le tourbillon d'écume. Ce sapin, me surpris-je une fois à dire, sera certainement la première chose qui fera le terrible plongeon et qui disparaîtra. Et je fus fort désappointé de voir qu'un bâtiment de commerce hollandais avait pris les devants et s'était engouffré le premier. À la longue, après avoir fait quelques conjectures de cette nature et m'être toujours trompé, ce fait, le fait de mon invariable mécompte, me jeta dans un ordre de réflexion qui firent de nouveau trembler mes membres et battre mon cœur encore plus lourdement. Ce n'était pas une nouvelle terreur qui m'affectait ainsi, mais l'aube d'une espérance bien plus émouvante. Cette espérance surgissait en partie de la mémoire, en partie de l'observation précédente. Je me rappelais l'immense variété d'épaves qui jonchaient la côte de Lofoden, et qui avaient toutes été absorbées et revomies par le Moskoe-Ström. Ces articles, pour la plus grande partie, étaient déchirés de la manière la plus extraordinaire, éraillés, écorchés, au point qu'ils avaient l'air d'être tout garnis de pointes d'esquilles. Mais je me rappelais, distinctement alors, qu'il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas défigurés du tout. Je ne pouvais maintenant me rendre compte de cette différence qu'en supposant que les fragments écorchés fussent les seuls qui eussent été complètement absorbés, les autres étant entrés dans le tourbillon à une période assez avancée de la marée, ou après y être entrés, étant par une raison ou par une autre, descendus assez lentement pour ne pas atteindre le fond avant le retour du flux ou du reflux, suivant le cas. Je concevais qu'il était possible, dans les deux cas, qu'ils eussent remonté, en tourbillonnant de nouveau jusqu'au niveau de l'océan, sans subir le sort de ceux qui y avaient été entraînés de meilleure heure ou absorbés plus rapidement.
Je fis aussi 3 observations importantes. La première que, règle générale, plus les corps étaient gros, plus leur descente était rapide. La seconde que, 2 masses étant données d'une égale étendue, l'une sphérique et l'autre de n'importe quelle autre forme, la supériorité de vitesse dans la descente était pour la sphère. La troisième, que de 2 masses d'un volume égal, l'une cylindrique et l'autre de n'importe quelle autre forme, le cylindre était absorbé le plus lentement. Depuis ma délivrance, j'ai eu à ce sujet quelques conversations avec un vieux maître d'école du district, et c'est de lui que j'ai appris l'usage des mots cylindre et sphère. Il m'a expliqué, mais j'ai oublié l'explication, que ce que j'avais observé était la conséquence naturelle de la forme des débris flottants, et il m'a démontré comment un cylindre tournant dans un tourbillon présentait plus de résistance à sa succion et était attiré avec plus de difficulté qu'un corps d'une autre forme quelconque et d'un volume égal. Il y avait une circonstance saisissante qui donnait une grande force à ces observations et me rendait anxieux de les vérifier. C'était qu'à chaque révolution nous passions devant un baril ou devant une vergue ou un mât de navire, et que la plupart de ces objets, nageant à notre niveau quand j'avais ouvert les yeux pour la première fois sur les merveilles du tourbillon, étaient maintenant situés bien au-dessus de nous et semblaient n'avoir guère bougé de leur position première. Je n'hésitai pas plus longtemps sur ce que j'avais à faire. Je résolus de m'attacher avec confiance à la barrique que je tenais toujours embrassée, de larguer le câble qui la retenait à la cage et de me jeter avec à la mer. Je m'efforçai d'attirer par signe l'attention de mon frère sur les barils flottants auprès desquels nous passions, et je fis tout ce qui était en mon pouvoir pour lui faire comprendre ce que j'allais tenter. Je crus à la longue qu'il avait deviné mon dessein. Mais, qu'il eût ou ne l'eût pas saisi, il secoua la tête avec désespoir, et refusa de quitter sa place près du boulon. Il m'était impossible de m'emparer de lui, la conjoncture ne permettait pas de délai. Ainsi, avec une amère angoisse, je l'abandonnai à sa destinée, je m'attachai moi-même à la barrique avec le câble qui l'amarrait à l'échauguette, et sans hésiter un moment de plus, je me précipitai dans la mer. Le résultat fut précisément ce que j'espérais. Comme c'est moi-même qui vous raconte cette histoire, comme vous voyez que j'ai échappé, et comme vous connaissez déjà le mode de salut que j'employais et pouvez dès lors prévoir tout ce que j'aurai de plus à vous dire, j'abrégerai mon récit et j'irai droit à la conclusion. Il s'était écoulé 1 heure environ depuis que j'avais quitté le bord du Semac, quand, étant descendu à une vaste distance au-dessous de moi, il fit coup sur coup 3 ou 4 tours précipités, et emportant mon frère bien-aimé, piqua de l'avant décidément et pour toujours dans le chaos de l'écume. Le baril auquel j'étais attaché nageait presque à moitié chemin de la distance qui séparait le fond du gouffre de l'endroit où je m'étais précipité par-dessus bord, quand un grand changement eut lieu dans le caractère du tourbillon. La pente des parois du vaste entonnoir se fit de moins en moins escarpée, les évolutions du tourbillon devinrent graduellement de moins en moins rapides. Peu à peu l'écume et l'arc-en-ciel disparurent, et le fond du gouffre sembla s'élever lentement. Le ciel était clair, le vent était tombé, et la pleine lune se couchait radieusement à l'ouest quand je me retrouvai à la surface de l'océan, juste en vue de la côte de Lofoden, et au-dessus de l'endroit où était naguère le tourbillon du Moskoe-Ström. C'était l'heure de l'accalmie, mais la mer se soulevait toujours en vagues énormes par suite de la tempête. Je fus porté violemment dans le canal du Ström et jeté en quelques minutes à la côte parmi les pêcheries. Un bateau me repêcha, épuisé de fatigue, et maintenant que le danger avait disparu, le souvenir de ces horreurs m'avait rendu muet. Ceux qui me tirèrent à bord étaient mes vieux camarades de mer et mes compagnons de chaque jour, mais ils ne me reconnaissaient pas plus qu'ils n'auraient reconnu un voyageur revenu du monde des esprits. Mes cheveux, qui la veille étaient d'un noir de corbeau, étaient aussi blancs que vous les voyez maintenant. Ils dirent aussi que toute l'expression de ma physionomie était changée. Je leur contai mon histoire, ils ne voulurent pas y croire. Je vous la raconte à vous maintenant, et j'ose à peine espérer que vous y ajouterez plus de fois que les plaisants pêcheurs de Lofoden. Et c'est la fin de cette nouvelle. La fin de la nouvelle, une descente dans le Maelstrom. Nous passons à l'outro de ce live, les amis. Ah, je me suis un peu baisé la voix sur cette dernière nouvelle, parce que je ne m'attendais pas à faire une voix de vieux, même si on nous dit qu'il n'est pas si vieux que ça. Mais je m'attendais pas, disons, à donner cet effet à la voix pendant aussi longtemps, même si je l'ai un peu pressenti malgré tout, parce que au tout début, si vous écoutez bien, au tout début, la première phrase du vieux avec des guillemets, je l'ai fait très très vieille, et après je me suis dit, oula, je sens qu'il va dire plein de choses, et du coup j'ai commencé à
à faire un peu moins vieux, entre guillemets, pour pouvoir tenir la distance, mais c'était quand même chaud. Bref, j'espère que la lecture vous aura plu malgré tout. J'espère que ça a été plaisant pour vous. Que cette nouvelle vous a plu. Perso, elle m'a un peu moins plu que la première de ce soir. Elle est bonne, je trouve, elle est très bonne. Elle se classe pas dans mes préférés, elle se classe pas dans celle que j'aime le moins de ce recueil de nouvelles Histoire extraordinaire. Mais c'est vrai que la première de ce soir m'a vraiment énormément plu. Celle-là, elle m'a plu sans plus. Voilà. Mais bon, c'était bien kiffant ce soir. C'était bien kiffant les deux nouvelles de ce soir, un peu sur le thème de la mer et de ses légendes, parce que Maelstrom c'est limite de l'ordre de la légende, tellement c'est un truc iconique. Et puis ouais, j'espère que ça vous a plu. Qu'allais-je dire? Oui, je le dis souvent, mais désolé, je me sens obligé de le dire. J'ai l'impression de m'être beaucoup repris et d'avoir pas mal galéré à la lecture ce soir. Même pour les pauses, j'ai l'impression d'avoir eu du mal à m'exprimer, voilà, encore un exemple, et à m'organiser. Donc désolé, j'ai été peut-être un peu brouillon ce soir. J'espère que la lecture, que ça ne s'en sera pas trop ressenti sur la lecture et que vous avez compris. Parce que bon, le minimum c'est de comprendre l'histoire, donc si j'arrive pas à vous faire comprendre l'histoire, c'est chiant. Donc j'espère que vous avez bien compris l'histoire, bien pu profiter de l'histoire. Alors je lis vite fait. Et du coup, Nanumanga, si je dis pas de bêtises, qui est parti et qui a encore donné 100 bits, bah décidément, merci beaucoup. Et du coup, bah bonsoir Nanu, merci d'être passé, ça fait extrêmement plaisir. Bonsoir, bonne soirée à toi. Et du coup, je suis en train de me dire, est-ce que si elle a donné des bits, ça veut dire qu'il y a eu une autre annonce avant? Oh non! Ah oui, il y a même eu plusieurs annonces. J'avais pas vu, tiens, il y avait un follow de Mamande ou Manmand, je sais pas, Mamande. Bref, je ne sais pas si tu es encore là, n'hésite pas à nous dire comment tu prononces ton pseudo. En tout cas, merci. Merci pour ton follow. Et je n'avais pas vu, je vais être encore plus gêné, Luna Neptuna qui m'a encore fait un don de 10 €. Merci Luna, c'est très gentil. Je suis trop gêné. Genre vous vous ruinez pour moi les gens, c'est pas bien. Mais merci beaucoup, c'est très gentil et j'essaierai d'en faire bon usage. Merci beaucoup à tous. Ça fait très plaisir. Du soutien aussi que je reçois. Ces temps-ci c'est vraiment cool parce que j'ai l'impression de recevoir beaucoup plus de soutien qu'à une époque. Non pas que je me plaigne de pas assez en recevoir, au contraire. Mais ces temps-ci, ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un bon mood et qu'on est pas mal de gens sur les lives ou même sur les rediffusions. Vous êtes de plus en plus à me faire vos retours et ça fait vraiment plaisir. Donc un énorme merci à vous tous, c'est vraiment très sympa de votre part. Bah écoutez, j'ai vraiment du mal à m'exprimer ce soir et je suis en train de me perdre totalement dans ce que je suis en train de dire. Donc je vais arrêter le live le plus rapidement possible. La prochaine fois, on lira 2 autres nouvelles, à savoir La vérité sur le cas de Monsieur Valdemar et Révélation magnétique. Donc a priori rien à voir avec la mer la prochaine fois. Pardon. Et du coup, ça aura lieu mercredi 24 à 21h. Et ensuite, on fera le prochain live une semaine plus tard. Je vais faire une petite pause de 1 semaine. Donc, soit mercredi 31 pour Halloween, soit jeudi 1er novembre. On verra. Je vous tiendrai au courant de toute manière sur les réseaux, comme d'habitude. Et ouais, juste si, je voulais faire quelques petites remarques sur la nouvelle qu'on vient de lire. Désolé aussi si j'ai mal prononcé des noms propres de lieux ou de personnes norvégiennes, parce que là pour le coup j'avoue qu'il y avait des noms de lieux norvégiens et que j'ai peu d'idées de comment ça se prononce. J'ai une vague idée de comment doivent se prononcer certaines lettres et certains groupements de lettres, mais je sais pas si j'ai vraiment bien prononcé. Par exemple, Moskostrom, je sais pas s'il faut dire Moscow ou Moscoé. C'est écrit M-O-S-K-O-E. Donc du coup j'ai pris le parti de prononcer le E-E et de dire Moskoestrom. Je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire. Mais bon, j'allais pas vérifier pour la lecture et perdre je ne sais combien de temps. Et sinon, j'avais une autre remarque à faire mais j'ai zappé je crois. Bref,
En tout cas, c'était vraiment des histoires hyper cool et je suis vraiment content de voir que au sein du même recueil de nouvelles, il y a vraiment des tas de genres et de thèmes différents abordés et ça c'est vraiment une des forces, je trouve, d'Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. C'est que c'est bien pour des histoires qui sont extraordinaires qu'on ne sache jamais à quoi s'attendre, je trouve. Donc j'ai vraiment kiffé. Ah oui, ici je voulais faire encore 2 petites remarques sur la nouvelle de ce soir qui était un peu... au début j'ai cru que c'était une nouvelle in medias res, donc qui entre dans le cœur de l'action, et au final non, c'était encore, et ça vient sur ma deuxième remarque, c'est encore venu sur le format récit un peu sous forme de témoignage, et ça par contre c'est vraiment une comment dire, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans toutes les histoires extraordinaires. C'est une chose qui est très courante dans les romans ou dans les nouvelles en général, mais c'est vrai qu'Edgar Allan Poe en use dans toutes ces histoires extraordinaires ce principe de récit cadre, ce principe de on assiste à un récit et soit il y a un personnage qui dans le récit raconte un récit d'une expérience vécue, passée, etc. Soit dans le récit il y a un récit cadre qui nous mène à un journal de bord, qui nous mène à une bouteille à la mer, enfin bon bref. Quoique non, bouteille à la mer d'ailleurs c'était directement... Enfin il n'y avait pas de récit cadre pour le coup. Enfin bon bref. Mais il y a toujours ce principe de raconter par un biais... comment dire, presque du témoignage à chaque fois. Du journal, du témoignage, etc. Enfin c'est assez marrant je trouve cette manière de faire. Et c'est marrant d'autant plus que ça peut désamorcer l'étonnement final. Ça peut désamorcer la fin de la nouvelle et la rendre un peu... comment dire, un peu fade. Pourtant, je trouve que même s'il n'y a pas des fins grandiloquentes à ces nouvelles, souvent, je trouve qu'elles restent quand même vachement plaisantes à lire et vachement cool de bout en bout. Enfin bon bref, j'arrête de me perdre en tergiversation et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Merci à tous ceux qui sont passés, vous avez été très nombreux ce soir, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Encore merci pour les dons, encore merci pour les bits. À la prochaine, pour une prochaine lecture ou une prochaine découverte. Bye bye.